L'étranger, chapitre 1. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit. Ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée, et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupie. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillée, j'étais tassée contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé, et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main, qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose, et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes, et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. J'ai dit Oui, monsieur le directeur. Il a ajouté Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allée. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit Je suppose que vous voulez voir votre mère. Je me suis levée sans rien dire, et il m'a précédée vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue, pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours, et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions, et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit d'un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. En dernier mot, votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire. Mais je voulais vous en informer. Je l'ai remercié. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entrée. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. 2 d'entre eux, au centre, supportaient une bière, recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. On l'a recouverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit Vous ne voulez pas J'ai répondu Non. Il s'est interrompu et j'étais gênée, parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé, et il m'a demandé Pourquoi Mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit Je ne sais pas. Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder Je comprends. Il avait de beaux yeux, bleu clair et un teint un peu rouge.
Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a ». Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé. « Je vais vous laisser seul. » Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté, debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. 2 frelons bourdonnaient contre la verrière, et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui. « Il y a longtemps que vous êtes là ?» Immédiatement, il a répondu. « 5 ans. » Comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ?» Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite, parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec le mort 3, 4 jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne se fait pas à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur. » Le vieux avait rougi et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire « Mais non, mais non. » Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il »,« les autres », et plus rarement « les vieux », en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge, et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné le commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner. Mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté, et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité, parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi, cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge, et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit « Vous savez, les amis de madame, votre mère, vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. » Je lui ai demandé si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite. C'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti, et revenu, a disposé des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait, mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé, et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. C'est un frôlement qui m'a réveillée. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre, et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas, et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier, et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressentir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres, et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, à 2 délinées de la tête, autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Peu après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang, cachée par une de ses compagnes, et je la voyais mal. Elle pleurait à petits cris, régulièrement. Il me semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils étaient affaissés, mornes et silencieux. Ils regardaient la bière ou leur canne, ou n'importe quoi, mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours. J'étais très étonnée parce que je ne la connaissais pas.
J'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas le lui dire. Le concierge s'est penché vers elle et lui a parlé, mais elle a secoué la tête, a bredouillé quelque chose et a continué de pleurer avec la même régularité. Le concierge est venu alors de mon côté. Il s'est assis près de moi. Après un assez long moment, il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée avec madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici, et que maintenant, elle n'a plus personne. Nous sommes restés un long moment ainsi. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus rares. Elle reniflait beaucoup. Elle s'est tue enfin. Je n'avais plus sommeil, mais j'étais fatiguée, et les reins me faisaient mal. À présent, c'était le silence de tous ces gens qui m'était pénible. De temps en temps seulement, j'entendais un bruit singulier, et je ne pouvais comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelques-uns d'entre les vieillards suçaient l'intérieur de leurs joues et laissaient échapper ces clappements bizarres. Ils ne s'en apercevaient pas, tant ils étaient absorbés dans leurs pensées. J'avais même l'impression que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait rien à leurs yeux. Mais je crois maintenant que c'était une impression fausse. Nous avons tous pris du café, servi par le concierge. Ensuite, je ne sais plus. La nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton sur le dos de ses mains agrippé à la canne, me regardait fixement comme s'il n'attendait que mon réveil. Puis j'ai encore dormi. Je me suis réveillée parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Le jour glissait sur la verrière. Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé et il a beaucoup toussé. Il crachait dans un grand mouchoir à carreaux, et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres, et le concierge a dit qu'ils devaient partir. Ils se sont levés. Cette veille incommode leur avait fait des visages de cendre. En sortant, et à mon grand étonnement, ils m'ont tous serré la main, comme si cette nuit, où nous n'avions pas échangé un mot, avait accru notre intimité. J'étais fatiguée. Le concierge m'a conduit chez lui, et j'ai pu faire un peu de toilette. J'ai encore pris du café au lait, qui était très bon. Quand je suis sortie, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines, qui séparent Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeur, et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais allée à la campagne, et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Mais j'ai attendu dans la cour, sous un platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues de bureau. À 7 heures, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses, mais j'ai été distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu du remue-ménage derrière les fenêtres, puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel. Il commençait à chauffer mes pieds. Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allée dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone en main et il m'a interpellée. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois? J'ai dit non. Il a ordonné dans le téléphone en baissant la voix. Figeac, dites aux hommes qu'ils peuvent aller. Ensuite, il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau et il a croisé ses petites jambes. Il m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmière de service. En principe, les pensionnaires ne devaient pas assister aux enterrements. Il les laissait seulement veiller. C'est une question d'humanité, a-t-il remarqué. Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman. Thomas Perret. Ici, le directeur a souri. Il m'a dit. Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril, mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait. On disait à Perret, c'est votre fiancé. Lui riait. Ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de madame Meursault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation. Mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé. Voilà déjà le curé de Marengo. Il est en avance. Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins 3/4 d'heure de marche pour aller à l'église, qui est au village même. Nous sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait le curé et 2 enfants de chœur. L'un de ceux-ci tenait un encensoir et le prêtre se baissait vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent. Quand nous sommes arrivés, le prêtre s'est relevé. Il m'a appelé mon fils et m'a dit quelques mots. Il est entré, je le suivis. J'ai vu d'un coup que les vis de la bière étaient enfoncées et qu'il y avait 4 hommes noirs dans la pièce. J'ai entendu en même temps le directeur me dire que la voiture attendait sur la route et le prêtre commençait ses prières. À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les hommes se sont avancés vers la bière avec un drap. Le prêtre, ses suivants, le directeur et moi-même sommes sortis. Devant la porte, il y avait une dame que je ne connaissais pas. Monsieur Meursault, a dit le directeur.
Je n'ai pas entendu le nom de cette dame, et j'ai compris seulement qu'elle était infirmière déléguée. Elle a incliné sans un sourire, son visage osseux et long. Puis nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait la voiture. Vernie, oblongue et brillante, elle faisait penser à un plumier. À côté d'elle, il y avait l'ordonnateur, petit homme aux habits ridicules, et un vieillard à l'allure empruntée. J'ai compris que c'était M. Perret. Il avait un feutre mou à la calotte ronde et aux ailes larges. Il l'a ôté quand la bière a passé la porte. Un costume dont le pantalon tire-bouchonnait sur les souliers, et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un nez truffé de points noirs. Ses cheveux blancs, assez fins, laissaient passer de curieuses oreilles ballantes et mal ourlées, dont la couleur rouge sang dans son visage blafard me frappa. L'ordonnateur nous donna nos places. Le curé marchait en avant, puis la voiture. Autour d'elle, les 4 hommes. Derrière, le directeur, moi-même, et, fermant la marche, l'infirmière déléguée, et M. Perret. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre, et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Le petit vieux, qui s'était recouvert, a de nouveau ôté son chapeau. Je m'étais un peu retournée de son côté, et je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui. Il m'a dit que souvent, ma mère et M. Perret allaient se promener le soir jusqu'au village, accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi, à travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Nous nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez claudiquait légèrement. La voiture, peu à peu, prenait de la vitesse, et le vieillard perdait du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'est laissé dépasser, aussi, et marchait maintenant, à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du chant des insectes et de crépitements d'herbe. La sueur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. L'employé des pompes funèbres m'a alors dit quelque chose que je n'ai pas entendu. En même temps, il s'essuyait le crâne, avec un mouchoir qu'il tenait dans sa main gauche, la main droite soulevant le bord de sa casquette. Je lui ai dit « Comment ?» Il a répété en montrant le ciel. « Ça tape !» J'ai dit « Oui ». Un peu après, il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ?» J'ai encore dit « Oui ». Elle était vieille ? J'ai répondu « Comme ça », parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tu. Je me suis retournée et j'ai vu le vieux Perret à une 50aine de mètres derrière nous. Il se hâtait en balançant son feutre à bout de bras. J'ai regardé aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse, gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher, en cuir bouilli, semblait avoir été pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs, noires, gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Perret m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard, et j'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers champs. J'ai constaté aussi que devant moi, la route tournait. J'ai compris que Perret, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoints. Puis nous l'avons perdu. Il a repris encore à travers champs, et comme cela plusieurs fois. Moi, je sentais le sang qui me battait aux tempes. Tout s'est passé ensuite avec tant de précipitation, de certitude et de naturel, que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement. À l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière, qui n'allait pas avec son visage, une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit « Si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on est en transpiration, et dans l'église, on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison, il n'y avait pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, le visage de Perret quand, pour la dernière fois, il nous a rejoints près du village. De grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Mais, à cause des rides, elles ne s'écoulaient pas. Elles s'étalaient, se rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur ce visage détruit.
Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Perret. On eût dit un pantin disloqué, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlaient, encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid des lumières d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures.